Le fils de ma voisine a harcelé ma petite sœur et a cassé sa Nintendo Switch. Mais maintenant, il est apparu avec le bras cassé et un œil au beurre noir. J'ai 22 ans, et je suis devenu le tuteur légal de ma petite sœur, Harper, âgée de 11 ans, l'année dernière, après une longue bataille judiciaire contre nos parents. Sans entrer dans trop de détails, notre enfance a été marquée par des abus constants, émotionnels et verbaux. Nos parents étaient incroyablement contrôlants, toujours soucieux de donner une bonne impression aux autres, tout en nous traitant horriblement à huis clos. Cela m'a poussé à chercher un travail pendant le lycée, alors que j'étudiais encore, pour économiser autant que possible en vue de mon départ. À mes 21 ans, j'avais enfin accumulé assez de ressources pour demander la garde de Harper, et nous sortir tous les deux de cet environnement toxique. Il y a 3 mois, nous avons déménagé de l'autre côté du pays, dans une petite ville universitaire, où un vieil ami de colonie de vacances, Tyler, âgé de 23 ans, nous a proposé une chambre dans sa maison de location près du campus. J'ai trouvé un emploi correct dans un entrepôt local, qui paie suffisamment pour couvrir le loyer et nos besoins essentiels. Aujourd'hui, Harper a commencé à l'école primaire locale, et tout semblait s'améliorer pour nous. Mon plan était d'économiser suffisamment pour louer notre propre appartement, peut-être suivre quelques cours dans un collège communautaire l'année prochaine, et décrocher un emploi mieux rémunéré que celui que j'ai actuellement. Mais la vie est parfois ironique. Et quand on échappe à un couple de narcissiques contrôlants, un autre vous trouve. Le jour même de notre emménagement, la voisine d'un accent grave côté est venue avec son fils. Cette voisine, que j'appellerai Karen parce que, eh bien, c'est une Karen à apporter des brownies faits maison et s'est présentée, ainsi que son fils Dylan, âgé de 11 ans. Au début, elle semblait amicale, posant des questions sur nos origines et complimentant Harper sur son éloquence. Mais ensuite, ces questions sont devenues de plus en plus personnelles. Pourquoi avions-nous déménagé si loin? Où étaient nos parents? Pourquoi je m'occupais de ma sœur si jeune? J'ai gardé mes réponses vagues, ne voulant pas raconter notre passé à une parfaite inconnue. Oui, je sais, c'est ce que je fais ici, mais ici au moins, c'est de manière anonyme et avec des détails modifiés. Karen ne comprit pas l'allusion et continua à insister pour en savoir plus. Et Harper, qui a toujours été franche, lui a finalement dit que nos raisons étaient personnelles et que nous ne voulions pas en discuter avec des étrangers. Même moi, j'étais surpris. Ce n'est pas ainsi qu'on parle à des inconnus, mais elle avait raison. Le visage de Karen changea immédiatement. Elle posa les brownies sur le comptoir, attrapa fermement le bras de Dylan et retourna chez elle sans un mot de plus. Quand j'en ai parlé à Tyler plus tard, il a ri et m'a dit que Karen était célèbre dans le quartier pour être indiscrète et passivement agressive. Selon lui, la plupart des voisins l'évitaient parce qu'elle passait son temps à colporter des ragots et à critiquer tout le monde, tout en se présentant comme la mère et la femme au foyer parfaite. Il m'a dit de ne pas m'inquiéter. Une semaine plus tard, Karen s'est approchée de Harper et moi pendant que nous déchargions les courses de la voiture. Elle s'est excusée d'avoir été trop curieuse et a suggéré que Harper et Dylan pourraient jouer ensemble, puisqu'ils avaient le même âge et seraient dans la même classe à l'école. J'ai demandé à Harper si elle en avait envie, et elle a dit que ça lui allait. J'ai donc dit à Karen que Harper pourrait jouer pendant 1 heure. Pendant que les enfants jouaient dehors, Karen m'a invité à prendre un café. J'ai accepté à contre-cœur, ne voulant pas créer plus de tension avec notre voisine. Dans sa cuisine impeccable, Karen évoqua le commentaire de Harper lors de notre première rencontre, le qualifiant d'irrespectueux et suggérant que Harper avait besoin d'apprendre les bonnes manières. Je lui ai expliqué que Harper avait simplement été honnête et ne voulait pas être impoli, mais j'ai délibérément évité de m'excuser parce qu'en réalité, j'étais d'accord avec Harper. Notre passé ne regardait pas Karen. Point final. Il n'y avait ni discussion, ni excuse à faire. Karen sembla contrariée par mon absence d'excuses, mais changea rapidement de sujet. Elle passa l'heure suivante à se vanter de Dylan et de ses 2 enfants aînés qui étaient à l'université. Selon elle, Dylan était un enfant plein d'énergie, qui se comportait parfois mal, mais ne faisait qu'exprimer sa créativité. En décrivant certaines de ses bêtises, qui étaient plutôt des actes de vandalisme, il devenait clair que Dylan avait de sérieux problèmes de comportement que Karen minimisait comme un comportement enfantin. C'est pourquoi j'ai trouvé une excuse pour mettre fin à la rencontre et retourner à la maison. De retour, j'ai demandé à Harper comment ça s'était passé avec Dylan. Elle m'a dit que ça allait, mais a ajouté qu'il était plutôt gâté et impoli. J'étais surpris qu'elle veuille encore jouer avec lui, mais elle m'a assuré que ce n'était pas grave, qu'elle savait comment le gérer. Quelques jours plus tard, Karen m'a présenté son mari Robert, qui était brièvement rentré chez lui entre 2 voyages d'affaires. Durant notre brève interaction, Robert leva à peine les yeux de son téléphone et s'éloigna 2 fois pour prendre des appels. Karen expliqua qu'il travaillait dans la vente et voyageait la plupart des jours de la semaine, mais insista sur le fait qu'il était très dévoué à sa famille, malgré son emploi du temps chargé. Au fil des mois, j'ai commencé à remarquer un schéma.
Harper rentrait de l'école avec des histoires sur le comportement de Dylan, il la piquait constamment et lui tirait les cheveux à l'arrêt de bus, dans le bus scolaire, il lui donnait des coups dans le dossier du siège jusqu'à ce que le chauffeur le déplace, en classe, il répandait des rumeurs selon lesquelles Harper le harcelait, ce qui retourna immédiatement les autres enfants contre elle, il lui volait régulièrement ses crayons et ses gommes, l'insultait, et dans le quartier, se moquait de ses vêtements et du fait qu'elle vivait avec son frère au lieu de ses parents. À chaque fois qu'Harper me racontait ces incidents, je lui demandais si elle les avait signalés à son enseignante ou au chauffeur de bus. Elle me disait que oui, mais rien ne changeait jamais. Je m'inquiétais, surtout que je ne recevais jamais d'appel de l'école à ce sujet. J'ai parlé au chauffeur de bus et à la professeure d'Harper, qui m'ont assuré qu'ils allaient surveiller la situation, mais je n'ai constaté aucune amélioration. J'ai tenté de parler du comportement de Dylan à Karen à plusieurs reprises, mais, tu sais comment sont les Karen. À chaque fois, elle disait quelque chose comme « les garçons restent des garçons », ou insinuait qu'Harper exagérait les choses parce qu'elle était jalouse de lui, ou qu'elle avait un esprit trop sensible. Jamais elle n'a reconnu que son comportement était problématique ou qu'il fallait y remédier. Ce qui me déconcertait le plus, c'était que malgré tout cela, Dylan venait souvent demander à jouer spécifiquement avec Harper, et elle acceptait généralement. Je disais sans cesse à Harper qu'elle n'avait pas à jouer avec quelqu'un qui la traitait mal, mais elle insistait que tout allait bien. Quand je supervisais leur jeu, je remarquais que le comportement de Dylan était inconstant. Parfois, il se moquait d'Harper, et elle lui répondait sur le même ton, ce qui le surprenait souvent. D'autres fois, il se plaignait de tout, tandis qu'Harper faisait preuve d'une patience admirable. Et à certaines occasions, ils jouaient vraiment bien ensemble et semblaient apprécier la compagnie de l'autre. Tout a changé mardi dernier. Je préparais le dîner quand j'ai entendu des cris dehors. J'ai couru et trouvé Harper en larmes, totalement dévasté. Pour son dernier anniversaire, avant notre déménagement, j'avais économisé pendant des mois pour lui acheter une Nintendo Switch Lite, littéralement le seul objet de valeur qu'elle possédait. Elle et Dylan jouaient à Mario Kart, et après qu'Harper l'a battu 3 fois de suite, Dylan a attrapé la Switch, l'a cassée en deux volontairement, puis a tenté de frapper Harper quand elle lui a crié dessus. Harper a bloqué le coup en saisissant son bras, mais l'incident a ravivé des souvenirs d'abus passés et elle s'est effondrée complètement. J'étais furieux. J'ai dit à Dylan qu'il ne jouerait plus jamais avec Harper. Il a couru chez lui en pleurant pendant que j'emmenais Harper à l'intérieur pour la calmer. Moins de 5 minutes plus tard, Karen est entrée chez nous sans frapper, en hurlant à plein poumon. Elle a traité Harper de menteuse, affirmé qu'elle était une mauvaise influence pour Dylan et suggéré qu'elle avait besoin d'une discipline appropriée, insinuant que je faisais un mauvais travail parce que je n'étais pas son père. Avant que je puisse expliquer ce qui s'était réellement passé, Karen est partie furieuse. Je suppose que Dylan lui avait raconté une version totalement différente des faits. J'ai passé la soirée à consoler Harper, lui ai préparé ses macaronis au fromage préférés pour le dîner, nous avons regardé un film, et je suis resté à ses côtés jusqu'à ce qu'elle s'endorme. Le lendemain matin, je lui ai proposé de rester à la maison, mais elle a insisté pour aller à l'école. Quand Harper est rentrée l'après-midi, elle était visiblement bouleversée. Elle m'a raconté que Dylan était arrivé en retard à l'école, avec le bras dans le plâtre et un énorme œil au beurre noir. Quand ses camarades lui ont demandé ce qui s'était passé, il a dit qu'il était tombé dans les escaliers. Harper a essayé de lui parler pendant la récréation, mais il l'a complètement évité. Immédiatement, j'ai eu un nœud à l'estomac. Le timing, juste après l'incident de la Switch et la colère de Karen, semblait trop coïncident. L'excuse de « je suis tombé dans les escaliers » est classique, et le fait que Dylan évite Harper suggérait que quelque chose allait très mal. Mon premier réflexe a été d'appeler la police ou les services de protection de l'enfance, mais j'ai hésité. Je n'avais aucune preuve directe de maltraitance, juste le timing et la gravité des blessures de Dylan. Karen s'était toujours présentée comme une mère aimante et attentionnée, louant constamment Dylan et étant extrêmement protectrice avec lui. Je n'avais jamais vu de signe de maltraitance physique, juste son indulgence face à son mauvais comportement. Je craignais aussi que Karen, avec son obsession de l'image parfaite, puisse facilement convaincre les autorités que tout allait bien. Et si elle apprenait que je l'avais dénoncé et que l'enquête était classée sans suite, je redoutais des représailles contre Harper ou moi-même. J'ai demandé à Harper si Dylan avait montré des signes de maltraitance auparavant et des bleus, une peur inhabituelle de ses parents, ou des plaintes sur sa vie à la maison. Elle a répondu que non, ajoutant que Dylan parlait rarement de sa famille. Je me sens complètement perdu sur ce que je dois faire. Tyler revient à la maison bientôt, et j'ai décidé d'attendre et de discuter de la situation avec lui avant de prendre une quelconque mesure. Après tout, il connaît mieux cette caricature ambulante de Karen que moi. Malgré le comportement horrible de Dylan envers Harper, aucun enfant ne mérite d'être blessé. Et je m'inquiète sincèrement pour sa sécurité. Première mise à jour. Lorsque Tyler est rentré à la maison ce soir-là, il était accompagné de son cousin Alex. Je lui ai expliqué tout ce qui s'était passé.
Alex s'est immédiatement montré inquiet et nous a proposé sa chambre d'amis dans son appartement, de l'autre côté de la ville. Il vivait dans un quartier complètement différent, où Karen ne pourrait pas nous retrouver. J'ai accepté son offre immédiatement. Cette nuit-là, Harper et moi avons fait nos valises avec nos affaires essentielles et avons emménagé chez Alex. Je savais que cela signifiait qu'Harper manquerait l'école le lendemain, mais sa sécurité était ma priorité. Le matin suivant, j'ai appelé l'école pour expliquer qu'Harper serait absente à cause d'une urgence familiale. Pendant que j'étais au téléphone, j'ai demandé à parler à une conseillère scolaire au sujet de la situation avec Dylan. Après avoir été mis en attente pendant près de 45 minutes, j'ai enfin pu parler à l'une d'elles. La conseillère m'a informé que l'école était déjà au courant des blessures de Dylan. Sa professeure les avait signalées, et l'école avait contacté les services de protection de l'enfance. Elle m'a également révélé que Dylan avait un long historique de problèmes de comportement, et que plusieurs parents avaient déjà demandé à ce que leurs enfants soient transférés dans d'autres classes à cause de lui. Selon la conseillère, Karen avait toujours réussi à empêcher que des mesures soient prises contre Dylan grâce à une combinaison de plaintes agressives auprès de l'administration et à sa participation active à l'association des parents d'élèves. Cependant, les blessures récentes avaient suscité de sérieuses préoccupations qui ne pouvaient plus être ignorées. J'ai officiellement demandé qu'Harper soit transféré dans une autre classe à son retour à l'école. La conseillère m'a assuré qu'elle traiterait la demande immédiatement. Je l'ai remercié et mis fin à l'appel, soulagé que les canaux officiels soient déjà en train d'enquêter sur la situation. Plus tard dans la journée, j'ai contacté Tyler, qui m'a informé qu'il n'avait pas encore vu d'agent des services de protection de l'enfance à la maison de Karen. Inquiet du retard, j'ai décidé d'appeler directement les services de protection de l'enfance. J'ai tout expliqué à la personne chargée de l'accueil. L'agent m'a confirmé qu'ils avaient bien reçu le rapport de l'école, et m'a assuré qu'ils enverraient quelqu'un vérifier la situation de Dylan immédiatement. 1 heure plus tard, Tyler m'a envoyé un message disant que les travailleurs sociaux étaient arrivés chez Karen. Je ne sais pas si c'était une coïncidence ou si mon appel avait fait la différence. J'ai entendu Karen discuter violemment avec eux. Après un moment, les travailleurs ont frappé à la porte de Tyler. Ils nous ont expliqué qu'ils ne pouvaient pas partager de détails précis en raison des lois sur la confidentialité, mais ils ont confirmé que Karen et Robert faisaient désormais l'objet d'une enquête. Ils ont conseillé à Tyler de garder les portes verrouillées et de signaler tout comportement préoccupant immédiatement. Lorsqu'on leur a demandé des nouvelles de Dylan, ils ont simplement répondu qu'il était pris en charge, ce que j'espérais signifier qu'il était en sécurité. Pendant ce temps, dans l'appartement d'Alex, je me suis assis avec Harper pour avoir une conversation sérieuse sur l'amitié et les limites. Je voulais m'assurer qu'elle comprenne qu'elle n'avait pas à tolérer les mauvais traitements de qui que ce soit, y compris Dylan. Pendant notre discussion, Harper a craqué et a admis qu'elle continuait à jouer avec Dylan uniquement parce qu'il était le seul enfant à lui avoir jamais demandé de jouer à l'école. Les autres enfants avaient cru aux rumeurs de Dylan et l'avaient exclu. Elle avait l'impression de n'avoir aucun autre ami, et elle était prête à supporter son comportement juste pour avoir quelqu'un avec qui jouer. Sa confession m'a brisé le cœur. Harper avait déjà enduré tellement de choses dans sa courte vie, et maintenant elle faisait face à l'isolement et au harcèlement alors que ce devait être notre nouveau départ. Je l'ai serré fort dans mes bras et je lui ai promis que les choses allaient s'améliorer. Je lui ai expliqué que nous chercherions un nouveau logement permanent, loin de Karen et Dylan. Je lui ai aussi promis de l'aider à se faire de nouveaux amis dans sa nouvelle école. Avec l'aide d'Alex, j'ai commencé à chercher un appartement abordable dans son quartier. Nous avons trouvé un petit logement de 2 chambres dans le même complexe, qui serait disponible à la fin du mois. J'ai immédiatement versé un acompte en utilisant la majeure partie de mes économies. Le loyer serait serré avec mon salaire d'entrepôt, mais Alex a mentionné que son lieu de travail recrutait des agents de sécurité, avec des horaires flexibles qui pourraient s'adapter à mon emploi actuel. J'ai postulé immédiatement. Tyler continuait de me tenir au courant de la situation dans la maison voisine. D'après lui, Robert était revenu et restait désormais à la maison à temps plein, ce qui n'était apparemment jamais arrivé auparavant. Les travailleurs sociaux avaient visité la maison 3 fois de plus. Karen avait cessé de vanter son image de famille parfaite dans le quartier, et son absence aux événements scolaires était remarquée. Dylan n'était toujours pas retourné à l'école. Je me suis concentré sur l'inscription d'Harper à l'école primaire de notre nouveau quartier. L'administration y était beaucoup plus réceptive que dans son ancienne école. Lorsque j'ai expliqué notre situation, sans mentionner de nom, la directrice a organisé des rendez-vous hebdomadaires entre Harper et la conseillère scolaire. Elle a également proposé de présenter Harper à quelques élèves sympathiques qui pourraient lui faire visiter l'école quand elle commencerait. Harper semblait pleine d'espoir face à ce changement. Elle était ravie d'avoir sa propre chambre dans notre nouvel appartement, et l'idée de recommencer à zéro dans une école où personne ne la connaissait la motivait. Je lui ai acheté un carnet de croquis et des crayons de couleur après avoir remarqué qu'elle avait commencé à griffonner. Elle a alors passé des heures à dessiner des scènes élaborées de paysages fantastiques de montagnes, forêts,
océan rempli de créatures imaginaires. C'était la plus détendue que je l'avais vue depuis notre déménagement à l'autre bout du pays. Alex a été incroyablement solidaire tout au long de cette transition. Il nous a aidés à récupérer nos affaires restantes chez Tyler lorsque Karen n'était pas chez elle. Il a présenté son chat Milo à Harper, qui est vite devenu son compagnon préféré. Il lui a même appris à préparer des repas simples quand je faisais des gardes de nuit à l'entrepôt. Un soir, Harper m'a demandé si Dylan allait bien. Malgré tout ce qu'il lui avait fait, elle s'inquiétait pour lui. Je lui ai dit honnêtement que je ne savais pas exactement ce qui se passait, mais que des professionnels veillaient à sa sécurité. Je lui ai expliqué que, bien que Dylan se soit mal comporté avec elle, c'était peut-être parce qu'il traversait des problèmes à la maison que nous ne comprenions pas. Je lui ai dit que cela n'excusait pas ses actes, mais que cela pouvait les expliquer. Harper a hoché la tête et m'a demandé si nous pouvions lui faire une carte pour lui souhaiter le meilleur. Cet enfant est vraiment d'une grande empathie. Elle se soucie de tout le monde. Le lendemain, nous avons acheté une carte simple, et Harper a écrit un petit message à l'intérieur. Je l'ai envoyé à Dylan par l'intermédiaire de l'école, en espérant qu'elle lui parvienne, où qu'il soit. Deuxième mise à jour. Cela fait maintenant 2 semaines que nous vivons dans notre nouvel appartement. J'ai commencé à faire des gardes de sécurité les week-ends, sur le lieu de travail d'Alex, ce qui a aidé à équilibrer le budget. Harper a commencé à fréquenter sa nouvelle école, et elle a déjà été invitée à la fête d'anniversaire d'une camarade le week-end prochain. Elle semble enthousiaste, mais avec prudence. Hier, j'ai reçu un appel d'une travailleuse sociale des services de protection de l'enfance qui souhaitait me rencontrer à propos du dossier de Dylan. Nous avons convenu de nous retrouver pendant ma pause déjeuner dans un café près de l'entrepôt. La dame m'a expliqué qu'elle ne pouvait pas partager tous les détails de l'enquête, mais qu'elle souhaitait entendre mon récit direct de ce que j'avais observé lorsque nous vivions à côté de chez Karen. Elle a pris des notes détaillées sur tout ce que j'ai raconté. J'ai également évoqué sa colère explosive et le fait qu'elle avait tiré physiquement Dylan par le bras lors de notre première rencontre. Quand j'ai terminé, la dame a révélé que Dylan avait été placé temporairement chez ses grands-parents maternels pendant que l'enquête se poursuivait. Elle a dit que Dylan recevait une thérapie et fréquentait une école différente. Ce qui m'a le plus surpris, c'est qu'elle a mentionné que plusieurs autres familles du quartier et de l'école s'étaient manifestées avec des préoccupations concernant le comportement de Karen, juste après le début de l'enquête. Selon la travailleuse sociale, plusieurs parents avaient rapporté avoir vu Karen attraper violemment Dylan en public lorsqu'il la gênait ou ne répondait pas à ses attentes. 2 voisins ont décrit avoir entendu des bruits inquiétants provenant de sa maison pendant la nuit. Ce qui m'a le plus choqué, c'est d'apprendre que Robert avait demandé le divorce et qu'il cherchait à obtenir la garde de Dylan. La travailleuse sociale a précisé qu'il affirmait ne pas être au courant de la façon dont Karen traitait leur fils, car il était rarement à la maison en raison de son travail. Je ne savais pas si c'était vrai ou simplement un moyen pour lui de se protéger. Quoi qu'il en soit, il coopérait désormais pleinement à l'enquête et suivait des cours de parentalité. Elle a mentionné que la carte envoyée par Harper était bien arrivée chez les grands-parents de Dylan, et qu'il avait été très touché en la recevant. Après ma rencontre avec la travailleuse sociale, j'ai contacté Tyler pour savoir s'il avait des nouvelles du vieux quartier. Il m'a dit que Karen s'isolait de plus en plus. Les enfants plus âgés de Karen lui avaient rendu visite brièvement, mais étaient repartis après une grosse dispute que plusieurs voisins avaient entendue. Tyler m'a aussi mentionné quelque chose d'inquiétant, Karen avait demandé où nous avions déménagé. Apparemment, elle disait vouloir s'excuser, mais selon Tyler, son intérêt semblait plus hostile que sincèrement repentant. Il m'a assuré qu'il n'avait rien révélé de notre nouvelle adresse. Ce soir-là, j'ai reçu un email de la nouvelle enseignante de Harper. Elle voulait m'informer qu'Harper avait partagé volontairement une histoire en classe sur le fait d'emménager dans une nouvelle maison et une nouvelle école. L'enseignante a été impressionnée par ce qu'elle avait écrit. Elle a également noté qu'Harper était une enfant très forte, surtout lorsque d'autres élèves lui ont posé des questions sur sa situation. Harper a répondu avec honnêteté, mais de manière appropriée, sans entrer dans trop de détails personnels. L'enseignante a terminé son email en disant qu'elle pensait qu'Harper s'adaptait bien et montrait des signes de construction de relations positives avec ses camarades. Plus tard, alors que je l'aidais avec ses devoirs, je lui ai demandé discrètement comment s'était passée sa journée et l'histoire qu'elle avait partagée en classe. Elle m'a expliqué que l'enseignante leur avait demandé à tous de parler d'un défi qu'ils avaient surmonté. Harper avait décidé de parler de notre déménagement parce qu'elle était fière de la façon dont nous l'avions géré. Elle a dit à la classe que parfois, les gens devaient faire de grands changements pour trouver de meilleures situations, et que c'était normal. J'ai remarqué qu'Harper avait commencé à garder un petit carnet dans lequel elle écrivait les choses positives qui se passaient chaque jour. L'entrée du jour mentionnait avoir rencontré une amie nommée Olivia qui aimait les mêmes livres qu'elle, avoir obtenu une bonne note à un test de mathématiques, et avoir appris à tresser ses cheveux, quelque chose que la petite amie d'Alex, Jane, lui avait appris le week-end dernier.
L'amélioration de la sécurité dans le nouveau complexe résidentiel et à l'école m'a aidé à moins m'inquiéter lorsque je suis au travail. Harper connaît désormais mon numéro de téléphone portable par cœur, et elle a un téléphone de base pour les urgences. L'école a mis en place des procédures strictes pour la récupération des élèves, et Harper participe à un programme extrascolaire jusqu'à ce que je puisse venir la chercher après mon travail. Alors que je faisais les courses cet après-midi, j'ai cru apercevoir Karen près de l'entrée du magasin, mais quand j'ai regardé de nouveau, elle n'était plus là. C'était peut-être mon imagination, mais j'ai tout de même décidé de prendre un itinéraire différent pour rentrer chez nous, par précaution. Je n'en ai pas parlé à Harper. Il n'y a aucune raison de l'inquiéter alors qu'elle commence enfin à se sentir installée et en sécurité. 3e mise à jour. Je dois commencer cette mise à jour en remerciant toutes les personnes qui m'ont contacté, que ce soit avec du soutien ou des conseils après mes publications précédentes. Il y a 2 semaines, nous avons eu une grosse frayeur. Non, Harper se trouvait dans son programme périscolaire quand le superviseur m'a appelé au travail. Karen s'était présentée, prétendant être la mère de Harper et exigeant de la ramener chez elle. Heureusement, l'école avait des procédures strictes, et ma pièce d'identité avec photo était enregistrée comme étant la seule personne autorisée à être le tuteur de Harper. Quand ils ont refusé de lui remettre Harper, Karen est devenue agressive. L'école a appelé la sécurité, puis la police. Quand je suis arrivé, Karen avait été emmenée au poste de police. Harper était bouleversée, mais physiquement indemne. Le personnel de l'école avait agi rapidement et l'avait gardée dans une zone séparée, à l'écart de Karen. J'ai immédiatement demandé une ordonnance restrictive contre Karen, qui a été accordée, en raison de sa tentative d'emmener Harper de l'école sans autorisation. Le policier intervenu lors de l'incident m'a informé que Karen avait récemment montré un comportement de plus en plus instable. Elle avait perdu son emploi après avoir manqué trop de jours à cause de l'enquête. La procédure de divorce engagée par Robert avançait, et il avait obtenu la garde temporaire complète de Dylan, qui était toujours chez ses grands-parents. Karen avait été surprise à plusieurs reprises en train de conduire devant leur maison, malgré l'ordre d'éloignement. La travailleuse sociale m'a contacté le lendemain. Elle m'a recommandé de documenter absolument tout concernant la tentative de Karen d'enlever Harper, et a suggéré que je consulte un avocat spécialisé en droit de la famille pour explorer des mesures de protection supplémentaires. Elle m'a aussi mentionné officieusement que l'enquête avait mis en évidence des preuves de maltraitance émotionnelle de longue durée et de violence physique plus récentes envers Dylan. Des poursuites pénales contre Karen étaient en cours de considération. Harper a fait preuve d'une résilience incroyable tout au long de cette épreuve. Les séances hebdomadaires avec la conseillère scolaire l'ont aidé à traiter non seulement nos expériences récentes, mais aussi notre passé difficile avec nos parents. Je pense que tout ce qu'elle a vécu, ainsi que ses séances, l'ont fait mûrir très rapidement. Elle s'est fait plusieurs amis à l'école, et a récemment été choisie pour aider à concevoir les décors de la pièce de théâtre de l'école. Sa professeure dit qu'elle se distingue académiquement, et qu'elle a gagné en assurance pendant les discussions en classe. Le week-end dernier, la travailleuse sociale a organisé une rencontre supervisée entre Harper et Dylan dans un lieu neutre. J'avais des réserves au départ, mais Harper voulait le voir, et les thérapeutes travaillant avec les 2 enfants pensaient que cela pourrait être bénéfique. La rencontre a été brève mais positive. Dylan s'est excusé pour avoir cassé la Switch de Harper et pour son comportement de harcèlement. Harper a accepté ses excuses, et lui a montré quelques-uns de ses dessins. Ils n'ont pas parlé de Karen, ni de l'enquête en cours. L'objectif était simplement de leur permettre de tourner la page. Après la rencontre, la thérapeute de Dylan m'a pris à part pour m'expliquer que Dylan avait montré des signes typiques d'un enfant vivant dans un foyer abusif depuis des années. Mais personne n'avait jamais fait le lien ou pris de mesures jusqu'à maintenant. Ses problèmes de comportement à l'école étaient sa manière d'attirer l'attention et d'exprimer sa colère de la seule façon qu'il connaissait. Grâce à une thérapie régulière et à la stabilité offerte par ses grands-parents, il commençait à montrer des améliorations significatives. Bien que son père ait la garde complète, comme il voyage encore pour le travail, il préfère que Dylan reste chez ses parents. Quant à Harper et moi, nous continuons à construire notre nouvelle vie. J'ai reçu une promotion à l'entrepôt, qui s'est accompagnée d'une augmentation modeste et d'horaires plus favorables. Je me suis également inscrit à des cours du soir au collège communautaire local, dans le but d'obtenir un diplôme d'associé en gestion des affaires. Harper a rejoint un programme artistique pour la jeunesse au centre communautaire. Elle passe ses samedis matins à apprendre différentes techniques auprès d'artistes locaux. L'ordonnance de restriction contre Karen est toujours en vigueur. J'ai aussi informé mon lieu de travail et l'école de Harper de la situation, afin de m'assurer qu'ils restent vigilants quant à qui peut nous approcher, elle ou moi. Robert m'a contacté via son avocat pour s'excuser de ne pas avoir reconnu ce qui se passait dans son foyer. Il a reconnu que ses absences fréquentes avaient permis au comportement de Karen de dégénérer sans contrôle, et il a exprimé de profonds regrets pour l'impact que cela a eu sur Dylan et Harper. Il s'est engagé à être plus présent dans la vie de Dylan à l'avenir,
et il travaille étroitement avec des thérapeutes pour aider son fils à se reconstruire. Hier soir, Harper m'a montré un dessin sur lequel elle travaillait depuis plusieurs jours. Il représentait une petite maison avec un jardin, deux bonshommes allumettes clairement elle et moi debout à l'extérieur, sous un soleil brillant. Elle avait écrit « Notre maison » un jour en haut du dessin. Quand je lui ai demandé ce que cela signifiait, elle m'a expliqué qu'elle voulait qu'un jour, nous ayons notre propre maison, pas seulement un appartement. Elle avait ajouté des détails qu'elle jugeait importants, un potager, parce que manger sainement permet d'économiser, un petit bureau dans chaque chambre pour étudier, et un arbre avec une balançoire en pneus. J'ai accroché le dessin sur notre réfrigérateur, comme un objectif familial. 4e mise à jour. Vous attendiez une mise à jour pour savoir si les services de protection de l'enfance avaient déposé une plainte pénale contre Karen. Je le sais, car beaucoup d'entre vous me l'ont demandé, surtout après que j'ai publié une vidéo sur YouTube et que mon histoire ait été partiellement virale. Mais je tiens à clarifier quelque chose, car certaines personnes nommées Karen se sont senties offensées. J'ai seulement utilisé ce prénom parce qu'il est couramment utilisé pour désigner ce genre de personnes. La vérité, c'est que je connais plusieurs personnes appelées Karen dans la vraie vie, et elles ne ressemblent en rien à celles de mon histoire. J'espère que vous me permettrez de continuer à utiliser ce prénom, simplement pour éviter de le changer et de me perdre dans la narration. En plus, il est probable que ce soit ma dernière mise à jour. Oui, les services de protection de l'enfance ont bel et bien déposé une plainte pénale contre Karen. Désolé de ne pas l'avoir dit plus tôt. Elle a été condamnée à 12 mois de prison pour abus physiques et émotionnels sur un enfant, en plus de séances obligatoires de thérapie pour, selon mes mots, apprendre à devenir une personne fonctionnelle. Elle a également été obligée de verser $200 à Harper en signe de bonne volonté pour remplacer la Nintendo détruite par Dylan. Ce dernier point a été ordonné par le juge pour réduire la peine initiale de 18 à 12 mois. Elle a donc pris la décision intelligente de payer et d'économiser 6 mois de prison. Pour l'instant, Harper ne sait rien à propos de cet argent. Elle sait seulement que Karen sera enfermée pendant un moment. Et non, je ne profite pas d'une enfant en gardant son argent. Nous sommes en train de lui préparer une surprise. Quand j'ai raconté ça à Tyler et Alex, et que j'ai dit que je pensais lui racheter une Nintendo Switch Lite, ils m'ont dit que c'était hors de question. Ils ont proposé qu'on économise tous les trois pendant ces quelques semaines, jusqu'à la sortie de la Nintendo Switch 2. Je ne savais même pas que ça allait sortir, parce qu'avec le peu de temps que j'ai eu ces dernières années, les jeux vidéo sont la dernière de mes préoccupations. Mais Alex a dit qu'il s'occuperait de l'obtenir, avec le nouveau jeu Mario Kart. Il a même dit qu'il ferait la file devant un magasin la veille, si c'est ce qu'il fallait. Ces deux grands amis que je me suis fait pendant toute cette histoire, m'ont tiré une larme. Et je suis impatient de voir la surprise d'Harper. Il reste un peu moins de 3 semaines avant la sortie, mais j'ai hâte de lui offrir ce cadeau. C'est tout ce que j'ai à écrire pour le moment. Et avec Karen en prison, je n'attends pas avoir besoin de faire une nouvelle mise à jour, du moins, pas avant un bon moment.